Aujourd'hui, à Vision d'Amérique, le fait français en Louisiane. Les Han ne parlent plus français. Le Han ne parle plus français, c'est rare. Bonjour, bienvenue à Vision d'Amérique, une émission entièrement consacrée à la Louisiane aujourd'hui, cet État situé dans le sud des États-Unis. Notre journaliste Anne Dussault y était récemment pour y tourner une série de reportages. Elle a été constater l'état de santé du français là-bas, car il existe une communauté francophone toujours vivante en Louisiane. Elle nous propose aujourd'hui de plonger dans le passé des Franco-Louisianais et de découvrir leur histoire. Voici un des paysages typiques de la Louisiane, ce pays des bayous. Et les bayous, c'est ce que vous voyez juste derrière moi, ce sont ces eaux stagnantes et peu profondes. La Louisiane, c'est un petit État du sud des États-Unis, un État bien particulier, pas seulement pour la beauté de ses paysages, mais aussi parce qu'ici, à des milliers de kilomètres de tout autre pays francophone, les gens parlent encore français. Même si le drapeau américain flotte fièrement au-dessus des villes et des villages, le vent de Louisiane transporte avec lui des échos, des accents venus de loin. Des mots qui ne se sont jamais perdus, des mots que l'on se murmure encore, des mots que l'on chante aussi. Oh, les blues, bébé, bébé carrière, ce grand musicien qui reste à l'hôtel, quand il prend son violon et puis laisse s'en lâcher, le monde peut rien faire que mettre à danser. Oh, les blues, Dans le cœur de cette terre, sillonnée de bayous, marbrée de marécages, à la végétation luxuriante, résonne encore la langue des premiers arrivants. Un français qui a gardé toute sa couleur, son charme et son accent. Moi, j'aime parler le français. Je peux pas parler le bien français, mais je parle comme on parle ici dans la Louisiane. Nos pays, ça parle en français. C'est un héritage de nos parents à la maison. Nos parents parlaient que le français. Les francophones de Louisiane sont d'origine extrêmement diverse, mais ils doivent une grande partie de leur héritage à la déportation massive des Acadiens, expulsés de la Nouvelle-Écosse par les Anglais en 1755. C'est ce que l'on a appelé le Grand Dérangement. C'est à partir de cette date que ce vaste territoire, découvert en 1682 par René Robert Cavelier de la Salle et baptisé Louisiane en l'honneur de Louis XIV, commence enfin à avoir une augmentation significative de sa population. Lorsqu'elle était une colonie française, la Louisiane formait un immense territoire, 4 fois l'étendue de la France actuelle. La Louisiane française se déployait en effet du golfe du Mexique jusqu'au Grand Lac. Aujourd'hui, cet ancien territoire se fonde en 13 États américains. Les Acadiens déportés vont s'installer dans le sud du pays, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Acadie, l'Acadie louisianaise ou encore l'Acadiana, un quasi-État dans l'État dont la capitale est Lafayette. L'immense bassin de l'Atchafalaya, la plus vaste étendue marécageuse d'Amérique, offre à ses exilés pendant plusieurs siècles un rempart de 2,5 millions d'hectares d'eau qui va les couper du continent. Longtemps l'Américain sera un étranger, leur pays différent du sien. Il fut un temps où les gens qui parlaient le français se considéraient comme Cadiens d'abord, et les gens qui parlaient l'anglais, pour eux, c'était des Américains. On ne se fréquentait pas avec les Anglais qui habitaient tout près de nous autres. On leur disait bonjour, on était polis et tout ça, mais on ne voulait pas rien faire avec comme la guerre civile ou rien comme ça. Lorida Danos a 82 ans. Elle a passé toute sa vie à Galliano, un petit village de pêcheurs qui s'étire paresseusement le long du bayou La Fourche, à quelques 3 heures de voiture au sud de Lafayette. C'est le bayou, ça a tout le temps été appelé bayou. Lorida Danos a passé toute sa vie ici et toute sa vie, elle l'a passé en français. Un français différent aux accents de Nouvelle-France. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes yeux quand je suis venu pour pas? C'était à l'hôpital? Non, pour pas j'étais ici. Oui, mais après pas. Après pas le lundi, après pas j'étais à l'hôpital. Ouais. Elle a une infection dans l'œil. Et elle a resté 3 jours à l'hôpital. Vous parlez toujours français ensemble? Oui, oh, ouais, oui, on parle tout le temps français. Ouais. Tout le monde, tous les plus vieux parlent tout français. Je peux comprendre un peu du anglais. Mais... Ma maman avait voulu que je voie à l'école. Je pleurais pour aller à l'école. Je me rappelle de ça. Et elle ne voulait pas que je voie. Parce qu'il fallait traverser le bayou, tu vois. Mais comment ça se fait que vous n'avez jamais appris l'anglais?
Mais le monde parlait tout français, tu vois. Bonjour, Zédan. Bonjour, Tommy. Bonjour, ça va? Oui, ok. Ouais, assez bien. Bien, Assez bien. Français. Et comment vous faites dans la vie de tous les jours? La télévision, la radio, c'est en anglais? Ouais, mais je comprends tout ça, donc. Je comprends most of it, mais pas tout. Je comprends assez les histoires pour les regarder, tu vois. Et Ham, ça a regardé ça. Si pendant longtemps l'Amérique pour les franco-louisianais c'était ailleurs, c'était les autres, au début de ce siècle la réalité s'est transformée. La première chose qui est arrivée, c'est qu'il y avait des fermiers de grains, de blé, qui sont descendus du Midwest pour faire des fermes ici. Et ils ont tout de suite compris que le blé ne poussait pas, alors ils ont commencé à pousser du riz. Okay? Ils ont développé l'industrie du riz. Et ils ont emmené avec eux une culture anglophone au cœur même de ce territoire autrefois francophone. Et c'était des fermiers, donc ils avaient contact avec ces autres fermiers. Et la deuxième chose, c'était la découverte du pétrole en 1901 à Evangeline, juste à côté de Jennings, encore une fois dans le cœur de cette région francophone, qui a encore une fois amené des gens avec beaucoup d'argent qui étaient quand même des travailleurs et qui offraient du travail à des Cadiens qui n'avaient pas eu des travaux salariés dans leur histoire. Alors, ils ont eu beaucoup de contacts avec les Cadiens et les Créoles. Et ces deux choses-là ont commencé à faire le changement. L'Amérique découvre donc ses franco-louisianais et avec l'arrivée du progrès, des autoroutes, des médias, elle entreprend de les envahir et de les assimiler. En 1916, par exemple, le règlement a été passé au niveau des écoles où le français était défendu dans les écoles parce qu'ils voyaient que s'ils ne faisaient pas quelque chose de radical, les enfants n'allaient jamais apprendre l'anglais. Dès que moi j'étais à l'école, je ne pouvais pas parler français. Et Dan te punissait si tu parlais français à Minette. Il ne fallait pas que tu parles français du tout. Elle ne voulait pas ça du tout. Ça paraît un peu brutal aujourd'hui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut ajouter une langue sans enlever la première. On peut en avoir deux. Mais dans ce temps-là, ils considéraient que pour être américain et pour faire partie des États-Unis, pour avoir accès à l'économie des États-Unis, il fallait absolument apprendre l'anglais. La maîtresse ne voulait pas en parler en français à l'école. Il y avait des petits panneaux, on parlait en français, mais si elle nous aurait attendu, elle nous aurait punis. Ça fait, il dit, well, il y avait des panneaux, il dit, la maîtresse est smart en anglais, mais nous autres, on est plus smart en français. Il dit, on va tenir notre langue. C'est ça qu'on a fait, on a dit la langue française. Il y a eu un choc culturel inimaginable. Et ça a été fait avec toutes les meilleures intentions du monde. Les instituteurs et les institutrices qui ont imposé ce règlement qui défendait le français à l'école, qui empêchait le français à l'école, c'était des Como et des Babineaux et des Thibodeau et des Broussard, pareil comme leurs élèves. Ils croyaient bien faire. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il y a un coût psychologique qui est vraiment difficile à souffrir quand on méprise la langue des enfants, et surtout des enfants qui ne savent pas autrement se défendre. But the teacher we could not understand because she only talk American. Le prix, un sentiment de honte. Le français ne se parle plus haut et fort, c'est l'anglais qui prend sa place. En 3 générations, le passage du tout français au tout anglais est pratiquement complété. Les grands-parents aujourd'hui ne parlent plus la même langue que leurs petits-enfants. Est-ce que vos petits-enfants à vous parlent français? Non. C'est dommage. Mais eux,
leur mère et leur père les a pas montré la langue française. Ils ont montré l'anglais plutôt. Ma fille, elle est mariée avec un Américain, il parle juste en anglais. Ça ne peut pas être une situation saine, hein, psychologiquement et sociologiquement, quand des enfants peuvent perdre complètement contact avec leurs propres grands-parents. Les gens ne parlent plus français. Le monde ne parle plus français. C'est rare que quelqu'un va parler français que les gens. Ça vous fait de la peine? Ça fait de la peine, je ne peux pas parler avec elle beaucoup. Ça fait de la peine qu'il n'y ait plus personne qui veut parler français. Ouais. On a vu à peu près la même expérience que passent la plupart des immigrants. C'est-à-dire que les premiers arrivent en parlant la langue du vieux pays. Leurs enfants apprennent cette langue, mais en plus la langue de ce pays, c'est-à-dire l'anglais. Et puis la troisième génération parle seulement l'anglais. Et c'est la quatrième génération qui veut retourner vers la vieille langue. Le problème, c'est qu'on n'était pas des immigrants, on était ici. Et c'est l'Amérique qui est arrivée à nous. Quand moi je suis arrivé à l'école, ils ont considéré la bataille terminée. Personne ne m'a puni parce que je parlais français des fois sur le terrain d'école. Ça n'arrivait pas souvent. On avait tous appris de nos parents que parler français c'était quelque chose de la famille, quelque chose entre amis, quelque chose très du voisinage, c'est très affectif. Et on ne faisait pas ça à l'école. À l'école, on comptait et on parlait anglais. Oh, les blues bébé, bébé carrière, ce grand musicien qui reste à l'hôtel, quand il prend son violon et puis laisse s'en lâcher, le monde peut rien faire que mettre à danser. Face à une société intensément anglophone, quelle chance a le français de survivre en Louisiane? Aujourd'hui, le défi n'est pas de conserver, mais bien de ressusciter une langue en voie de disparition. Les touristes américains qui s'arrêtent dans la jolie municipalité de Saint-Martinville pour serrer la main aux frères Romero et les écouter chanter des airs d'autrefois trouvent désormais aux Français louisianais des accents de folklore. Avec la disparition des aînés, le français va-t-il s'éteindre doucement au pays des bayous? Ne restera-t-il plus bientôt que le nom des rues pour rappeler un héritage désormais disparu? Demain à l'émission, nous vous proposons la suite de ce reportage alors que notre journaliste Anne Dussault nous fera découvrir les différents moyens mis en place par les Franco-Louisianais afin d'empêcher le français de disparaître en terre américaine. Alors d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Au revoir, à demain.